Au printemps 1940, tomba sur l'Europe occidentale un rideau noir. Le Blitzkrieg, la guerre éclair, que l'armée allemande du régime nazi déchaîna en mai, balaya en quelques semaines les Pays-Bas, la Belgique et la France, et poussa les armées alliées vers les côtes de la Manche. Le corps expéditionnaire britannique, BEF, comptait 10 divisions, auxquelles s'ajoutèrent des unités françaises et belges, au total des centaines de milliers d'hommes qui devaient devenir la cible des chars et de l'aviation allemand. Pour ces hommes, il s'agissait de plus qu'une simple victoire. Il s'agissait de survie. Les documents d'état-major, les journaux personnels et les lettres de soldats et de civils décrivent une mosaïque dramatique où se mêlent peur et courage, chaos et improvisation. Il ne s'agit pas d'une histoire de triomphe, mais d'une chronologie de moments où une situation apparemment désespérée se transforma en opération d'évasion nommée Dynamo. Dans cette vidéo, vous découvrirez comment, le 26 mai 1940, s'alluma dans une salle secrète dans les souterrains de Douvres une ampoule qui lança l'opération de sauvetage des soldats britanniques et alliés. Pourquoi les chars allemands ne se lancèrent pas sur la poche de Dunkerque et comment des gens ordinaires des ports britanniques aidèrent à construire la légende appelée l'esprit de Dunkerque. Dans un instant, nous révélerons des détails fascinants sur les môles improvisés, le travail invisible des femmes en uniforme et les décisions qui naissaient entre les ruines du port en flammes. Plus de 20 ans, après la fin de la Première Guerre mondiale, vivait une grande partie de l'Europe, avec le sentiment qu'un conflit similaire ne devait pas se répéter. La diplomatie d'apaisement, les accords de Munich et la foi dans le pouvoir de la Société des Nations devaient maintenir la paix. Pourtant, l'Allemagne d'Hitler, depuis le milieu des années 30, se réarmait et se préparait à l'expansion. La Grande-Bretagne, ébranlée par les souvenirs des tranchées de la Somme, sous-estima le rythme de développement des unités blindées et de l'aviation, et envoya en France une armée relativement petite, en espérant qu'elle servirait plutôt comme symbole d'engagement que comme force de frappe principale. L'envoi du BEF s'effectua en l'espace de mois. Les soldats de régiments dispersés en Inde, Palestine et casernes domestiques durent rapidement s'adapter à la réalité continentale. L'opinion publique en Grande-Bretagne accueillait les nouvelles du front avec un mélange de peur et de curiosité. Beaucoup croyaient que se répéterait la guerre de tranchées statiques, non la tempête mobile qui déferlait sur eux. En septembre 1938, le Premier ministre britannique Neville Chamberlain, avec le papier désiré à la main, annonçait qu'il était parvenu à assurer la paix pour notre temps. Un an plus tard, Hitler attaqua la Pologne et la Grande-Bretagne avec la France déclarèrent la guerre. La population nombreuse des villes britanniques se retrouva dans l'ombre des masques à gaz, des sirènes aériennes et des ballons de barrage. Les enfants furent évacués à la campagne. Pourtant, dans les premiers mois de l'année 1940 régnait sur le front un calme relatif, désigné comme Sitzkrieg ou drôle de guerre. Les unités britanniques passèrent l'hiver dans des baraques en bois, jouèrent au football sur la neige et s'entraînèrent à la défense. Durant cette période, tomba le cabinet politique de Chamberlain, à la place duquel arriva l'énergique Winston Churchill. Celui-ci, dès le début, prenait une approche plus active et se méfiait des déclarations d'Hitler. Les événements en Norvège, où les Alliés subirent de lourdes pertes, le convainquirent qu'il fallait se préparer au pire. Dunkerque devint finalement l'épreuve de savoir si l'on pouvait inverser une série de défaites. Quand la guerre éclata, plusieurs milliers d'exilés tchécoslovaques, polonais et belges entrèrent aussi au service de l'armée britannique, car ils espéraient libérer leur patrie. L'histoire de l'évacuation devient ainsi aussi l'histoire de la solidarité européenne. Dès l'année 1939, naissent des collectes pour soutenir les soldats tchécoslovaques en exil et les familles britanniques hébergeaient des enfants polonais. Ces liens humains ténus se manifestèrent aussi un an plus tard sur les plages de Dunkerque, où se rencontrèrent des gens de dizaines de nations. Des centaines de milliers de soldats des îles se déplacèrent en l'année
1939 vers le nord de la France et la Belgique, où le commandement allié planifiait selon le plan dit de Dyle d'occuper des positions défensives sur la ligne de la rivière Dyle et la frontière qui suit. Ce plan comptait sur le fait que l'armée belge et néerlandaise tiendrait sur leur secteur, et les Français ainsi que les Britanniques se déplaceraient vers le nord-ouest pour empêcher l'avancée allemande. La réalité s'avéra complètement différente. La frappe allemande à travers les Ardennes encercla les forces alliées, tandis que les combats au nord se transformèrent en retraite à travers des champs détrempés et des routes étroites pleines de réfugiés. À chaque moment menacé que les chars allemands atteignent la mer et ferment ainsi les portes par lesquelles nos soldats pouvaient s'échapper. Le thème de l'évacuation de Dunkerque n'est pas seulement celui de la tactique militaire, il concerne aussi les décisions humaines dans des situations où le monde s'effondre. Dans les chapitres suivants, nous regarderons donc non seulement les manœuvres des armées, mais aussi les histoires de garçons qui écrivaient chez eux à propos de pigeons et de bière, et de filles qui codèrent des messages dans les souterrains. Que vous soyez historien ou profane, dans un instant vous sentirez que ces histoires ont une portée jusqu'à aujourd'hui. Elles montrent ce que signifie la détermination, la solidarité et la capacité d'improvisation. Encore à la fin de l'année 1939, prévalait en Grande-Bretagne et en France le sentiment que la guerre pouvait se mener longtemps et prudemment. La soi-disant drôle de guerre, quand les deux camps attendaient derrière la ligne Maginot, donna aux civils un faux sentiment de sécurité. L'état-major général allemand, cependant, préparait entre-temps un plan audacieux connu sous le nom de Sichelschnitt. Attaque en faux. Les Allemands n'enverraient pas les forces principales Alliées à travers la frontière fortifiée, mais feraient dépasser les divisions blindées dans les Ardennes, région boisée et vallonnée considérée comme impraticable. Le plan devait contourner la ligne des Alliés, envahir la Belgique et encercler les forces franco-britanniques dans l'espace du nord de la France. Quand le 10 mai 1940, les unités allemandes franchirent les frontières, la Wehrmacht avançait avec une rapidité stupéfiante. Les armées hollandaises et belges tombèrent rapidement. Les unités britanniques et françaises au nord reculaient vers la rivière Lys. Les divisions blindées allemandes du général Guderian occupèrent la ville de Sedan, percèrent à travers les Ardennes et en quelques jours s'approchèrent des côtes de la Manche. Le commandant en chef du BEF, Lord Gort, fut contraint de décider entre tenir le front aux côtés des Français et se retirer vers Dunkerque. Le manque de coordination, de communication, ainsi que les stratégies différentes causèrent que les unités alliées commencèrent à se retirer chaotiquement vers le nord. Nos soldats abandonnaient les positions, abandonnèrent les armes et regardèrent les unités allemandes contourner la ligne Maginot aussi facilement que l'eau franchit un barrage. Chaque pas en arrière était marqué par la peur et l'incertitude. Les journaux d'officiers britanniques saisissent comment la ligne de front cessait d'exister. Le caporal Harry Lee Dugmore du Durham Light Infantry se retrouva avec quelques camarades coupés de son régiment. Sans ordre, il décida d'improviser. L'état-major était quelque part devant nous. Nous ne savions pas où ils étaient, écrivit-il. Ils échangeaient leurs uniformes avec des civils français, cherchaient de la nourriture dans des fermes abandonnées et entendaient constamment le vrombissement des motos allemandes. De même décrit l'officier ingénieur Ralph Clark la construction improvisée de cordons et l'évacuation de bateaux. Son journal est plein de descriptions de bombardements, de manque de bateaux et de travail sur des embarcadères provisoires. La résistance française s'effondrait, mais avant la capture d'une grande partie de l'armée, il fallait décider. Les unités britanniques resteraient-elles aux côtés des Français et risqueraient l'encerclement, ou se retireraient-elles vers la côte ? Les politiciens à Londres réalisaient que sans intervention rapide, la Grande-Bretagne pourrait perdre son armée et par là même sa capacité de continuer la guerre. Le ministre des Affaires étrangères, Anthony Eden, se rencontra à la mi-mai avec Lord Gort et souligna que le gouvernement envisageait l'évacuation. Le général Alan Brooke nota dans son journal que sans miracle il serait détruit. Au lieu d'un miracle arriva l'ordre de l'amirauté.
préparer l'évacuation vers la Grande-Bretagne. Le corps expéditionnaire britannique, qui était arrivé en France en septembre et octobre 1939, était certes bien entraîné, mais son équipement n'atteignait pas la modernité des unités allemandes. Les soldats étaient équipés de fusils, Lee Enfield, et de mitrailleuses Vickers. Les chars Matilda Ier avaient un blindage solide, mais étaient lents. Les colonnes de transport utilisaient des camions civils, qui tombaient souvent en panne sur les routes boueuses. Les soldats manquaient de canons anti-aériens et d'appareils radio à courte portée, tandis que les Allemands s'entraînaient aux percées rapides et à la coordination des chars avec les bombardiers. Les Britanniques s'entraînaient encore à la tactique de la Première Guerre mondiale. Pourtant, le moral restait élevé. Les soldats écrivaient chez eux des plaisanteries sur les Français et faisaient griller leur nourriture sur des feux improvisés. Du côté français, régnait un mélange hétérogène d'expériences. Certaines divisions étaient composées de soldats professionnels qui avaient été combattus dans la Première Guerre, d'autres de conscrits qui ne faisaient qu'accomplir leur entraînement. La communication entre les unités de première ligne et le commandement à Paris était souvent défaillante. Les généraux français tenaient pour acquis que la ligne Maginot était imprenable et sous-estimèrent la nécessité du combat mobile. Malgré cela, apparurent dans les premiers jours de l'offensive des poches de résistance acharnées. À Gembloux, les troupes belges et françaises arrêtèrent les chars allemands pendant plusieurs heures. À Stonne, les groupes de chars français B 1er bis se heurtèrent aux panzers allemands et parvinrent à percer leurs lignes. Ces combats rappellent que l'effondrement ne fut pas total et que de nombreux soldats se battirent courageusement jusqu'à la fin. Avant que ne soit décidée la retraite, cependant, les Alliés tentèrent encore de résister aux Allemands. Le commandant en chef de l'armée française, Maurice Gamelin, misa sur le plan d'Eyl, qui comptait sur l'avancée des unités britanniques et françaises en Belgique pour s'y heurter aux Allemands. Sur le papier, il s'agissait d'une conception élégante. En pratique, cependant, l'avancée des troupes fut arrêtée par le chaos sur les routes, la mauvaise communication et les percées allemandes. Quand le 12 mai, les Allemands franchirent la rivière Meuse à Sedan, ils ouvrirent le chemin à la tempête des panzers. 3 jours plus tard, le front français s'effondra, et les étroits chemins forestiers des Ardennes ne faisaient que se moquer du fameux Maginot. Le général allemand Erich von Manstein confirma ainsi que l'innovation et l'audace peuvent l'emporter sur la supériorité numérique. Le commandement allié réagit aux percées surprises de manière chaotique. Le général Gort et le général Blanchard menèrent leurs unités dans une contre-offensive à Arras le 21 mai, où les chars britanniques, Matilda, et les unités françaises tentèrent de frapper le flanc des panzers allemands. La bataille d'Arras fut courte et surprenante. Les Alliés causèrent certes des pertes aux Allemands et freinèrent l'avancée pendant quelques heures, mais ils n'avaient pas assez de force pour arrêter la percée. Le commandant allemand, Heinz Guderian, admit plus tard que le combat d'Arras l'avait incité à la prudence. C'est là que naquit la peur d'une autre contre-attaque alliée, qui contribua au plus tard ordre Halt. Un autre chapitre amer fut le mouvement des réfugiés civils. Alors que les chars allemands contournaient les villes et villages, apparurent sur les routes des colonnes de familles avec des charrettes, des bicyclettes et du bétail. Ils bloquèrent la route aux soldats qui tentèrent d'atteindre de nouvelles positions, et en même temps devinrent eux-mêmes la cible des avions allemands. Le caporal Leigh Dugmore décrit dans son journal comment sa petite unité cheminait entre les colonnes de réfugiés. Les fermiers fuyaient avec les vaches, les femmes portaient des enfants. Partout des pleurs et la confusion, par-dessus les balles des Messerschmitt. Certains soldats aidaient les personnes âgées à monter dans les camions. D'autres les contournaient, dans un effort désespéré de s'échapper. Sur les routes régnait nervosité et peur. Dans une des lettres de Dunkerque qu'envoya chez lui le soldat Jack Payne, il est écrit « J'espère rentrer bientôt. Les gens ici disent qu'ils nous ont encerclés, mais nous ne nous rendrons pas. » Payne tomba seulement un jour plus tard.
ce qui rappelle la loterie fatale des premiers jours de retraite. Dans les rochers sous le château médiéval de Douvres se trouvaient des tunnels souterrains secrets du XVIIIe siècle, qui en mai 1940 s'animèrent. Le vice-amiral Bertram Ramsay y créa un commandement improvisé. Ici, le 20 mai, il convoqua la première réunion de planification et choisit pour l'opération de sauvetage le nom de code Dynamo, d'après la dynamo qui éclairait la salle centrale. Dans cette vidéo, vous découvrirez comment Ramsay et son équipe durent en quelques jours coordonner des centaines de navires, créer un corridor maritime à travers les champs de mines et créer une logistique temporaire pour des dizaines de milliers de personnes. Ramsay s'appuya sur un réseau de télégraphistes et de conductrices du service naval féminin royal, WRNs, et de volontaires de l'organisation Fanny. La reine Peggy Phillimore se souvenait comment, justement, au moment où elle déchiffrait le message annonçant le début de l'évacuation, elle ressentit un étrange silence, puis suivi d'un déluge de demandes chiffrées de soutien aérien. Sans leur travail, les informations sur la position des navires, la météo et les attaques ne seraient jamais arrivées aux bons endroits. L'opérateur radio George Partridge servit 174 heures sans interruption, maintint la liaison pour 2 à 300 mouvements de navires par jour, et après la fin de l'opération dormit 36 heures. Une autre volontaire, Diana Whitley, de FANI Kir, conduisait des ambulances et décrivait comment la nuit elle rencontrait des épaves de navires détruits et amenait des soldats au regard plein de défaite. L'amirauté appela aussi les propriétaires de petits bateaux à les enregistrer pour l'opération. La BBC le 14 mai diffusa un appel pour que tous les bateaux de plaisance longs de 30 à 100 pieds se déclarent. Dans les villes et villages de tout le sud-est de l'Angleterre résonnèrent les téléphones. Plaisanciers et pêcheurs déclarèrent leurs bateaux. Chantiers navals et propriétaires privés se dépêchèrent vers Sheerness, Ramsgate ou Tilbury. Quelques jours plus tard, la petite flottille partit vers la zone de guerre. L'opération Dynamo fut lancée le 26 mai, quand le Premier ministre Winston Churchill et le gouvernement approuvèrent l'évacuation. Bien que le public n'ait entendu jusque-là que des informations fragmentaires, dans les églises de toute la Grande-Bretagne eut lieu un dimanche national de prière, proclamé par le roi George VI. Sur les places de village, les gens priaient pour leurs proches sur le continent. Le soir du même jour, s'allumèrent dans les falaises blanches des signaux secrets. Les premiers bateaux appareillèrent vers Dunkerque. Les tunnels souterrains de Douvres étaient, contrairement à l'idée générale, plutôt des couloirs étroits, avec des murs de briques et des plafonds bas. L'équipage du commandement était composé d'une mosaïque d'officiers de marine, de femmes en uniforme, de techniciens de liaison et de messagers. Sur les murs étaient accrochées des cartes de la côte française parsemées de drapeaux de navires, chacun représentant un convoi ou un destroyer. L'air était imprégné de fumée de cigarettes et de café qui maintenaient les yeux éveillés. Les souvenirs de la Brennan, Joe, Allard saisissent l'atmosphère. Quand arrivait la nouvelle d'un navire coulé, tous se taisaient un moment, mais aussitôt après se remirent à courir les télégraphes, comme si le silence était interdit. Nous savions que chaque minute décidait de vie. Les femmes souvent ne savaient pas si elles parlaient au fil avec le capitaine d'un côtre de pêche ou avec un amiral. Tout le système était improvisé et pourtant efficace. La coordination de la flottille fut un miracle logistique. L'amiral Ramsay dut diviser les navires en groupes selon la vitesse, le tir en dos et l'aptitude pour différentes routes. Chaque équipage reçut un nom de code et des instructions concernant les signaux de sécurité. Les dépêches chiffrées de Douvres distribuaient rapidement les voies par lesquelles les navires évitaient les champs de mines et les torpilleurs allemands. Les services secrets britanniques surveillaient la communication radio des avions allemands et tentaient d'estimer les prochaines vagues de raids. Durant les premiers jours, il s'avéra que beaucoup de propriétaires de petits bateaux ne savaient pas travailler avec les gilets de sauvetage ni naviguer la nuit. C'est pourquoi furent affectés aux petits bateaux des équipages de marins et de navigateurs. L'un d'eux écrivit plus tard « Nous naviguions en convoi qui ressemblait à un cortège de mariage, côtres de pêche à côté de yachts et de vapeurs,
mais chacun savait qu'il s'agissait de vie ou de mort. Ce chaos, dirigé d'une main ferme depuis Douvres, donna naissance à l'une des opérations les plus remarquables de la guerre. Pendant tout le 24 mai, les divisions blindées allemandes se trouvaient à environ 25 km de Dunkerque. À ce moment, le maréchal von Rundstedt donna l'ordre d'arrêt. Le repos devait durer seulement un jour, mais justement cette pause donna aux Britanniques le temps de créer une ligne défensive et d'organiser la fuite. Pourquoi l'arrêt eut-il lieu ? Les recherches d'historiens montrent qu'il s'agissait plutôt de crainte du commandement allemand de surestimer ses propres forces que de générosité envers les Britanniques. Les divisions de Panzer craignaient une attaque de l'aile sud, la logistique était défaillante et le commandement voulait économiser les chars pour la phase suivante de la guerre. Le belliqueux Adolf Hitler était aussi convaincu que la Luftwaffe pouvait détruire seule les restes de l'armée à Dunkerque. 2 jours plus tard, quand le temps empêchait les raids aériens, il s'avéra quel grand rôle la pause avait joué. Les commandants du BEF construisirent autour de Dunkerque un périmètre défensif, utilisèrent le réseau de canaux et inondèrent les bas-fonds, ralentissant ainsi l'avancée de l'infanterie. La première armée française à Lille, sous le commandement du général Molinier et du général Werle, occupa les 5e blindés et 7e d'infanterie allemande. Dans les derniers jours de mai, se déroulèrent entre les maisons et usines de Lille de durs combats. Environ 35 000 soldats français y restèrent pour retarder l'avancée allemande. Le général allemand Weger leur permit après la capitulation de partir avec leurs armes à cause de leur bravoure. C'est justement ce sacrifice qui permit à des dizaines de milliers d'autres soldats alliés de s'échapper. Entre-temps, les soldats britanniques, sur les plages, se demandaient pourquoi les chars allemands n'attaquaient pas. Parmi les soldats ordinaires, se répandit la théorie qu'Hitler avait laissé aux Britanniques un pont d'or pour le départ, pour être généreux et conclure la paix avec eux. En réalité, cette pause était la conséquence de craintes tactiques et d'arrogance allemande que l'aviation détruirait les soldats coincés. Dans un instant, nous verrons quel rôle décisif jouèrent le temps et la fumée du port en flammes dans l'échec de la Luftwaffe. Dans le haut commandement allemand se déroulait entre-temps un dur débat. Le général de corps d'armée Heinz Guderian, commandant du 19e corps, voulait poursuivre les Alliés en retraite jusqu'à la côte et les détruire. Le maréchal von Rundstedt et le général Ewald von Kleist craignaient au contraire que leur division blindée soit trop loin de l'infanterie de soutien et qu'une autre attaque puisse être dangereuse. Il rappelait la récente contre-attaque franco-britannique à Arras, qui avait causé des pertes considérables à leur régiment et suscité la crainte d'une plus grande contre-attaque. Le mot décisif revint finalement à Adolf Hitler, qui le 24 mai accepta la proposition de Rundstedt de suspendre l'avancée et de laisser la liquidation de la poche de Dunkerque à la Luftwaffe. Cette démarche s'avéra être une erreur fatale. L'interprétation de l'ordre d'arrêt devint dans les années d'après-guerre l'objet de controverses. Certains publicistes britanniques, pendant la guerre, répandirent le mythe qu'Hitler voulait donner à la Grande-Bretagne un cadeau généreux et offrir la paix. Des affirmations similaires apparurent dans des articles de presse et dans des films d'après-guerre. Les historiens s'accordent cependant que les raisons étaient plus prosaïques. Le commandement allemand craignait la perte de précieuses unités blindées, ne voulait pas attaquer dans les marécages et voulait se concentrer sur l'avancée sud vers Paris. L'arrêt permit en outre à la Luftwaffe de montrer sa force, ce que souhaitaient les généraux Göring et Kesselring. La réalité montra que la défense anti-aérienne alliée, le temps et les courageuses unités de chasse de la RAF déjouèrent les plans allemands. Ce débat nous rappelle que les événements historiques sont souvent le résultat d'un processus décisionnel complexe, non d'intentions simples ou de légendes. Le port de Dunkerque était après les raids en grande partie détruit. Les navires y brûlaient, les grues étaient démolies, et les voies d'accès bouchées par des épaves. Sur le côté ouest de la baie s'étendait une longue digue, et le Maule Head, une construction brise-lames de 1400 mètres de long protégeant le port.
le capitaine William Dunkirk Jack Tennant, que Ramsay envoya le 27 mai à Dunkerque comme représentant de la marine, après examen de la ruine, comprit rapidement que sans improvisation, il ne serait pas possible de charger des milliers d'hommes dans de gros navires. C'est pourquoi il décida d'utiliser le môle Est en béton comme embarcadère provisoire. L'essai fut testé personnellement avec son équipage. Le navire Queen of the Channel y accosta et embarqua 350 hommes sans couler. Tennant ordonna ensuite que tous les destroyers et gros navires disponibles mouillent au môle, tandis que les petits bateaux transporteraient les soldats depuis les plages. Ainsi naquit la voie par laquelle partirent plus tard près de 200 000 soldats. Les soldats construisirent des môles provisoires aussi sur les plages. L'ingénieur Clark décrivit comment ils créèrent à partir de camions et de planches en bois de courts môles menant à la mer. Les automobiles, avec des ponts de cordes attachés, servaient de saillies improvisées depuis lesquelles on embarquait. Sur le rivage s'accumulèrent des centaines de camions, de canons et de motocyclettes. Beaucoup furent détruits ou coulés pour ne pas tomber aux mains de l'ennemi. Sur la plage de Bray Dunes, des centaines d'hommes se rangeaient en files disciplinées, tandis qu'autour d'eux explosaient des bombes. Le vétéran James Bradley se souvenait comment les soldats se tenaient dans l'eau qui leur arrivait aux épaules et attendaient un bateau. Dans les yeux se reflétaient de fatigue et espoir, et quelqu'un avait dans son casque des cigarettes sèches cachées. Les voies d'accès maritime à Dunkerque étaient désignées comme routes X, Y et Z. X menait le long de la côte vers Gravelines, puis à travers la zone de mines marines. Elle était longue de 102 km. La route Achilles visait le cap Griné et contournait le cap de la Hague. Au total 161 km. Dans ces environs opérèrent des torpilleurs allemands. La route Z, la plus courte, 72 km, menait directement à Douvres, mais était exposée aux tirs d'artillerie depuis la côte et aux attaques de sous-marins. L'amiral Wake Walker, qui commandait les opérations en mer, alternait les routes selon la situation. L'aperçu des trois montre combien il était difficile de trouver un chemin sûr pour des centaines de navires. À l'extrémité ouest du port se trouvait aussi le môle ouest, qui semblait à l'origine plus approprié pour l'accostage des navires. Il était cependant gravement endommagé, et la voie d'accès était brisée. Le môle est, bien qu'il ne soit qu'un étroit brise-lames avec une passerelle en bois, s'avéra être la meilleure option. Le capitaine Tennant et ses hommes durent constamment réparer les planches pour qu'elles ne se brisent pas sous le poids de centaines de soldats. Les navires devaient accoster perpendiculairement. Pourtant parfois les vagues déferlaient par-dessus le môle et mouillaient les files d'attente. Qui se tenait là devait surmonter trois peurs à la fois, de la hauteur sur la surface de la mer, des bombes tombant du ciel et de l'enlisement possible dans la foule. Cet embarcadère improvisé devint le lieu de naissance de nombreuses légendes. Les conditions sur les plages étaient impitoyables. La mer à Dunkerque s'incline graduellement, si bien que les navires à grand tirant d'eau ne pouvaient approcher plus près que quelques centaines de mètres. Les soldats devaient donc patauger dans l'eau froide des dizaines de mètres, avec l'équipement sur le dos et l'arme au-dessus de la tête. Parfois la mer arrivait jusqu'au cou, d'autres fois la vague se retirait, et les hommes devaient attendre patiemment dans la boue. Ils sortaient de l'eau transie, les manteaux lourds de sel. Certaines expériences semblent être mineures, pourtant elles complètent l'atmosphère. Un soldat racontait comment il avait mis des cigarettes dans son casque pour qu'elles ne se mouillent pas. Un autre vit comment son compagnon d'armes coula sa moto pour que les Allemands ne l'obtiennent pas. Des plages se répandaient l'odeur de mazout, de caoutchouc brûlé et de corps, la réalité de la guerre sans retouche. Chacune des routes maritimes cachait des risques spécifiques. La route X était la plus longue, mais paradoxalement la plus sûre, car elle menait entre les champs de mines que les Allemands considéraient souvent comme une protection suffisante. Malgré cela, plusieurs navires y périrent en heurtant des mines qui s'étaient nord détachées. La route Y, appréciée des torpilleurs rapides, était exposée aux tirs des canons allemands du Cap Griné et aux attaques des vedettes rapides S-Boot. La route Z, la plus courte, était la plus risquée. Les navires passaient près de Dunkerque au plus près et se retrouvaient directement sous le tir de l'artillerie lourde. S'ajoutait le danger des sous-marins allemands qui chassaient dans les eaux du détroit.
Certains navires décidaient de risquer et de naviguer rapidement. D'autres préféraient le contournement, plus long mais plus couvert. Les histoires d'équipage montrent que chaque chemin était une aventure et chaque décision équilibrée entre courage et prudence. L'évacuation commença prudemment. Dans la nuit du 26 au 27 mai, arrivèrent au port les premiers destroyers et navires de charge. Le premier jour, on parvint à transporter en Angleterre environ 8000 hommes. La plupart montèrent du môle déjà bombardé, le reste des plages. Le capitaine Tennant attendait l'appareillage de plus gros navires pour qu'ils ne coulent pas dans les eaux peu profondes. L'aviation allemande bombarda ce jour-là les voies d'accès. Mais le temps, nuages bas et fumée de la ville en flammes, empêchait le bombardement précis. Le premier jour fut aussi accompagné de confusion. Certains soldats ne pouvaient pas atteindre la plage, car ils tenaient encore les lignes de combat à l'intérieur des terres. Le capitaine Tennant dut envoyer des patrouilles pour avertir les unités qu'elles devaient se retirer et ne pas se laisser couper. Les commandants français dans l'encerclement du port n'étaient pas sûrs si leurs hommes aussi seraient évacués, et apparut une querelle entre les états-majors britanniques et français. Le port, gravement endommagé, avait une capacité pour seulement 2 gros navires à la fois. La plupart des petits bateaux se tenaient prudemment, en eau profonde, et attendaient la marée haute. Selon les souvenirs de l'équipage du vapeur à roues Medway Queen, les soldats, la première nuit, étaient couchés sur la plage et regardaient de la ville en flammes. Ils savaient que les jours suivants seraient décisifs. Le deuxième jour, l'évacuation s'accéléra, mais il s'agissait encore de dizaines de milliers de soldats, tandis que sur les plages attendaient des centaines de milliers. Les détachements français à Lille et la ville de Calais tenaient les Allemands. Les soldats sur la plage faisaient entre-temps face aux raids des Stukas. Le jeune caporal Lake Dugmore se souvenait comment il se cachait sous un camion quand un avion allemand largua une bombe. Celle-ci frappa près de lui, et il entendit les cris des blessés. Dans son groupe apparurent des cas où des hommes ramassèrent de la nourriture dans des maisons abandonnées pour survivre. Les 27 et 28 mai furent évacués environ 17 800 hommes, les destroyers appareillant principalement du môle, accompagnés de petits bateaux. L'amiral Ramsay commença à engager plus de navires, côtres de pêche, ferries, vapeurs de passagers. Dans cette phase devinrent importantes les little ships, civiles, qui transportaient les soldats vers les gros navires hors des eaux peu profondes. À cette période appartient aussi la chute de Calais, où le général de brigade Claude Nicholson, avec une poignée de défenseurs britanniques et français, résista plusieurs jours aux chars allemands. Les défenseurs de Calais refusèrent l'offre de capitulation pour acheter du temps pour l'évacuation. Quand le 26 mai Calais tomba, la plupart de la garnison fut tuée ou capturée, mais leur sacrifice signifiait que les unités allemandes ne pouvaient pas immédiatement attaquer Dunkerque. Sur les plages de La Panne et Brédune naissaient entre-temps des files de soldats longues d'1 kilomètre. Les soldats français tenaient souvent leurs armes, tandis que les Britanniques s'asseyaient et plaisantaient, différence de culture qui s'effaçait cependant dès que commençait l'attaque du ciel. Les soldats qui ne pouvaient pas embarquer tentaient d'aider les blessés. Certains répétaient une prière, d'autres chantaient à voix basse pour chasser la peur. Ce mélange de discipline et de tension émotionnelle caractérisa les jours suivants. Le mercredi 29 mai commença l'exode de masse. 47 310 personnes furent emmenées. Mais ce fut aussi le jour des catastrophes. Les bombardiers allemands Junker Ju 87 Stuka attaquèrent les destroyers Wakeful, Grafton, Grenade et d'autres navires. Beaucoup coulèrent et des centaines d'hommes périrent. Sur le pont d'un des vapeurs civiles ne se trouvèrent que quelques membres d'équipage. Le capitaine criait aux soldats « Ne montez pas si vous ne sautez pas !» Et les hommes sautaient littéralement dans l'ouverture du navire, comme se souvenait le vétéran Bernard Stiles. Malgré les pertes, le même jour, on parvint à emmener du môle 11 874 soldats. Un des événements les plus tragiques
fut la perte du destroyer HMS Wakeful. Dans les premières heures du 29 mai, le navire embarqua du Maule et plus de 600 hommes. La plupart étaient des membres du Durham Light Infantry. Peu après l'appareillage, cependant, Wakeful fut touché par les torpilles du U-boat allemand S-30. Le navire coula en quelques minutes, et avec lui presque tous les soldats à bord. De plus de 600 hommes, seuls 25 survécurent. Le HMS Grafton, qui s'arrêta pour sauver les naufragés, fut ensuite aussi torpillé et coula. En un moment, la marine perdit 2 navires et des centaines d'hommes. Les témoins oculaires sur la plage virent des colonnes d'eau se dresser sur l'horizon, sans soupçonner que là mouraient leurs compagnons d'armes. Pourtant sur le môle régnait la discipline. Les files avançaient, tandis que les marins chargeaient les armes de munitions et les infirmiers préparaient les brancards. Cette tragédie devint un avertissement que chaque traversée de la mer pouvait être fatale. En même temps naissaient des histoires d'héroïsme. Le vieux navire postal RMS Mona's Queen fut touché par une mine et coula, mais l'équipage eut le temps de mettre les bateaux à l'eau et de sauver des dizaines de soldats. Le vapeur HMS Grenade fut touché par une bombe en mouillant au môle. Les flammes se propagèrent et l'équipage décida de remorquer le navire loin du môle pour empêcher un plus grand massacre. Peu après, les soutes à munitions explosèrent. Ce sacrifice permit au môle de rester fonctionnel et à un autre, destroyer d'accoster. L'homme qui se tenait sur le môle à ces moments percevait le temps différemment. Les minutes duraient une éternité et en même temps, les événements individuels se reliaient en un mélange brumeux. Le commandement britannique affecta d'autres destroyers et vapeurs plus anciens. Ils arrivaient à East Mole à intervalles réguliers. Le Pierre Master James Jack Clouston, officier canadien, maintenait sur le môle une discipline stricte. Il supervisait la file d'embarquement, distribuait les ordres aux pistolets quand c'était nécessaire, et grâce à lui aussi, on parvint à embarquer 600 hommes en 20 minutes. Clouston appareilla la nuit vers Douvres pour se consulter, et le jour suivant périt tragiquement quand son bateau fut coulé par les Stuka. Ce jour, on parvint à évacuer 53 823 hommes. Le périmètre défensif continuait cependant à se rétrécir. La première armée française se battait encore à Lille, mais sa détermination tenait les Allemands en échec. Les combats sur la plage restaient chaotiques. Les soldats devaient y faire face au manque d'eau et de nourriture. Une des lettres conservées dans les archives du comté de Suffolk saisit comment le soldat Reginald Dearsley décrivait à sa femme le bombardement, la peur et en même temps les gestes humains des civils belges qui leur offrirent de la bière et des cigarettes. Du 30 mai date aussi un des exemples les plus frappants de courage civil. Charles Lightoller, ancien second officier du Titanic, utilisa son yacht à moteur Sundowner pour partir vers Dunkerque avec un équipage composé de son fils et d'un ami. Sundowner était long de 58 pieds et transportait normalement 21 personnes. Ce jour cependant, Lightoller embarqua 127 soldats et les transporta en sécurité à Ramsgate. Son expérience devint le symbole que même de petits navires peuvent accomplir de grandes tâches. Sur le môle apparurent aussi des médecins et infirmières qui fournissaient les soins de base aux blessés. L'armée britannique reçut en outre du renfort sous forme de destroyers plus anciens des réserves, qui furent transférés à l'opération Dynamo après qu'il fut clair que les navires plus récents avaient subi de lourdes pertes. Churchill écrivit ce jour dans son journal « Continuez à Dunkerque, même si le dernier destroyer devait tomber, refusant ainsi l'opinion de certains amiraux d'arrêter l'évacuation. » Le vendredi 31 mai tomba le record journalier, 68 014 évacués. Le périmètre s'était cependant rapproché de Dunkerque, si bien que la plage de la Panne dut être abandonnée. Le grand mérite du succès de ce jour revint aussi au temps. La tempête dispersa la fumée et le soleil éclaira la côte, ce qui paradoxalement empêcha les bombardiers de viser les cibles. La RAF engagea des chasseurs Spitfire et Hurricane pour couvrir les plages. Les pilotes volaient à des altitudes où les soldats au sol ne les voyaient pas, ce qui mena à la fausse impression que la RAF ne s'occupe pas de nous. En réalité, Fighter Command effectua pendant l'opération 4822 décollages, et bien qu'elle perdit 145 avions, elle obtint la supériorité aérienne.
et empêcha de nombreuses attaques. Alors que le périmètre défensif se rétrécissait, croissait la densité des soldats sur la plage restante. Les soldats français et britanniques durent apprendre à coopérer dans la défense pour repousser les attaques de reconnaissance allemandes. Les hommes qui arrivèrent tard sur la plage ne trouvèrent que des restes de nourriture, si bien qu'ils commencèrent à ouvrir des boîtes de conserve de provisions, des paquets de parachutage et se nourrissaient mutuellement. Dans de nombreux témoignages personnels apparaissent des mots sur la fraternité et le partage. Nous n'avions plus rien, seulement nous mutuellement, écrivit un des survivants. Les soldats la nuit se serraient sous des couvertures, brûlèrent des caisses sur le sable pour se réchauffer, et chantèrent la chanson Roll out the barrel. À ce moment ils étaient tous, anglais, français et belges, frères d'armes. Le premier jour de juin, on parvint à évacuer 64 429 hommes. La marine royale perdit cependant d'autres navires, et les destroyers plus anciens ne pouvaient plus supporter le bombardement constant. À Douvres se tenirent des réunions sur l'arrêt éventuel de l'opération. L'amirauté décida cependant de continuer. Winston Churchill rappelait que la perte de l'armée serait fatale. Le jour suivant du 2 juin, on ne parvint à emmener que 26 256 soldats. Le même jour, arrivèrent à Dunkerque des détachements d'unités indiennes britanniques, connus sous le nom de Force K6. Il s'agissait de 4 détachements d'infirmiers et de conducteurs musulmans originaires du Pakistan et du nord de l'Inde actuelle. Leur participation fut longtemps tue dans l'historiographie britannique. Pourtant ces hommes participèrent au transport des blessés et maintinrent la discipline à l'embarquement. Les 2 et 3 juin apportèrent non seulement d'autres évacuations, mais aussi d'autres tragédies. Le porte-avions britannique HMS Calcutta, qui fournissait la défense anti-aérienne, fut touché et coula. Beaucoup de son équipage tomba. Sur les plages apparurent des nouvelles que l'armée française combattant à Dunkerque n'aurait pas assez de navires, ce qui provoqua des tensions. Les officiers britanniques tentaient d'expliquer aux Français qu'ils seraient évacués aussi, mais la barrière linguistique causa des mésententes. La force K6, composée de soldats indiens musulmans des régions du Pendjab et de Sylhet, fut dispersée en petits groupes. Certains s'occupaient des mulets, d'autres des provisions, et d'autres encore créaient un hôpital de campagne provisoire. Leur commandant racontait que les hommes suscitaient l'intérêt des enfants locaux qui n'avaient jamais vu d'Indiens. Pendant l'évacuation, ces soldats priaient selon leur foi, récitaient des poèmes en ourdou, et malgré le chaos conservèrent la discipline. Quand ils embarquèrent finalement, ils devinrent le symbole du caractère multinational de l'Empire britannique. Le lundi 3 juin, quittèrent Dunkerque 53 000 autres soldats. À cette phase partaient principalement des Français, Polonais et Belges. Les unités britanniques étaient déjà presque parties. L'après-midi s'approchèrent du port les derniers destroyers et ferries pour embarquer l'arrière-garde française. L'amiral Ramsay reçut l'ordre de terminer l'opération dans la nuit du 4 juin. Le matin, quand les unités allemandes se frayèrent finalement un chemin vers la plage, elles découvrirent qu'il ne restait qu'environ 40 000 soldats français qui se rendirent. Au total, on parvint à évacuer 338 226 hommes, dont 139 997 Français, Polonais et Belges. On estime que 90 000 hommes furent capturés ou tués, et sur la plage restèrent des centaines de tonnes de munitions, des milliers de véhicules et presque tous les chars. Churchill, dans son discours célèbre du 4 juin, à la Chambre des communes, déclara que « les guerres ne se gagnent pas avec des évacuations », mais en même temps salua le courage des soldats et civils. La phase finale de l'évacuation fut en même temps la plus dramatique. L'arrière-garde française, menée par le général Beaufremont, refusa d'abandonner ses positions avant de s'être assuré que tous les Britanniques étaient encore partis. Plusieurs milliers de soldats français, qui ne furent pas évacués, décidèrent de se battre jusqu'à la fin. Les unités allemandes les encerclèrent, et l'affrontement se termina par un combat court mais intense, après lequel les Français survivants se rendirent. Cette bravoure, souvent négligée, rappelle que Dunkerque ne fut pas seulement une histoire britannique, mais aussi française.
Quand le dernier navire s'éloigna du môle, les hommes sur le rivage chantaient la Marseillaise française et l'hymne britannique. Certains nageaient derrière les navires qui appareillaient, d'autres restèrent et levèrent les mains au-dessus de la tête. Ce fut la finale douce amère d'une bataille qui entra dans l'histoire comme le miracle de l'évacuation. Aux yeux du public, devinrent le symbole de Dunkerque, les soi-disant Little Ships of Dunkirk. Vers les eaux françaises partirent environ 700 navires britanniques et 168 alliés, y compris destroyers, croiseurs, vapeurs, ferries et des centaines de petits navires civils. Des plaisanciers aisés, des pêcheurs de port de Brighton à Lowestoft, des propriétaires de remorqueurs et de bateaux d'excursion risquèrent leur vie dans la zone de guerre. Un des petits navires les plus connus fut le HMS Medway Queen, un vieux vapeur à roues qui entreprit plusieurs voyages et sauva plus de 7000 soldats. Les journaux de l'équipage enregistrent comment le premier voyage fut accompagné de faim et de chaos. Les hommes étaient si affamés qu'ils n'arrivaient même pas à dire merci, est-il écrit dans le journal, et le capitaine distribua à l'équipage la dernière tablette de chocolat. Sur les autres voyages, l'équipage dut éviter les épaves, les balles et les mines. Chaque navire avait sa propre histoire. Le chalutier de pêche Tamsin de Ramsgate, long de seulement 15 mètres, évacua 46 soldats et devint le plus petit navire à traverser la Manche. Le yacht à moteur Sundowner de Charles Lightoller embarqua 127 hommes, bien qu'il soit certifié pour 21. Le vapeur de 90 mètres Queen of Thanet transportait des soldats depuis le môle et évita plusieurs mines grâce seulement à une manœuvre rapide. Sur les trajets servirent aussi des navires hollandais et belges qui fuyaient devant les nazis et décidèrent d'aider les Alliés. Certains d'entre eux ramenèrent chez eux des centaines de Britanniques et quelques semaines plus tard transportaient des réfugiés du continent. Beaucoup de ces navires furent après la guerre détruits ou perdus, mais leurs noms devinrent des légendes racontées dans les festivals navals et dans les pubs. À côté des navires, fut importante aussi la diversité des équipages. Sur les ponts des petits bateaux se tenaient côte à côte des aristocrates de clubs de yachting, des pêcheurs, des artisans, des étudiants, mais aussi des marins professionnels. Les unissait le sentiment qu'ils aidaient à sauver l'armée et peut-être aussi leur pays. Beaucoup d'entre eux n'avaient encore jamais vu la mort d'aussi près. Le capitaine du bateau à moteur Gracie Fields de Londres se souvenait comment on lui apporta dans la timonerie un soldat blessé, et il dut choisir s'il retournait à Douvres ou tentait d'embarquer d'autres. Il choisit la seconde option, et finalement sauva 300 hommes. Ces micro-histoires montrent que derrière chaque chiffre d'évacués se tiennent des individus courageux. L'histoire de la Force Cassis, que nous avons mentionnée, élargit la perspective. Ces hommes, recrutés de l'Inde coloniale, faisaient partie de 4 détachements de transport d'animaux. Dans leur milieu culturel se mêlaient les traditions panjabis, pashtunes et bengalis. Beaucoup n'avaient jamais vu la mer auparavant. À Dunkerque, ils reçurent pour tâche de soigner les mulets, qui devaient servir au transport d'équipements lourds. Quand la situation empira, les mulets furent abattus pour ne pas tomber aux mains des Allemands. Ils attelèrent les chariots en colonne et aidèrent à transporter les blessés vers la plage. Quand ils montèrent sur le navire, ils se souvenaient comment les soldats britanniques les observaient avec curiosité et demandaient de leur nom et famille. Après le retour en Grande-Bretagne, ils furent placés dans des camps au pays de Galles et Yorkshire, où ils devinrent l'objet d'intérêt des médias locaux et des écoles. Leur histoire rappelle que l'opération Dynamo fut aussi l'histoire d'un empire multiethnique. Il ne faut pas oublier non plus les rôles de la marine française. Tandis que les navires britanniques dominaient, les marins français risquèrent leur vie sur des destroyers comme Bourrasque et Foudroyant. Bourrasque fut touché par une mine et coula, plusieurs centaines d'hommes périssant, Foudroyant finit de même. Pourtant les navires français participèrent à l'évacuation de plus de 30 000 soldats français, ce qui prouve qu'il ne s'agissait pas d'un sauvetage unilatéral. Sur la côte, les officiers français se disputaient souvent avec les Britanniques, car ils voulaient s'assurer que leurs hommes puissent embarquer sur les navires.
Ces mésententes aboutirent à un accord que dans la phase finale, la plupart des places seraient réservées justement aux unités françaises. Et l'amirauté britannique tint cette promesse. Il faut cependant remettre en perspective le mythe que les petits navires seuls sauvèrent la plupart des soldats. Selon les historiens, les 2 tiers des plus de 338 000 évacués montèrent sur de gros destroyers et vapeurs par le môle Est. Les petits navires furent irremplaçables, car ils parvenaient à transporter des gens depuis les plages peu profondes vers les navires à plus grand tirant d'eau, et évacuer les soldats de secteurs isolés. L'image de civils et de marins amateurs se dépêchant à l'aide donna à toute l'opération une dimension romantique et démocratique. Dans ces navires embarquèrent aussi des soldats d'unités coloniales, par exemple la force K6. Guy Bowman, dans sa recherche, souligne qu'environ 300 soldats d'unités indiennes furent évacués et servirent plus tard en Grande-Bretagne. Leurs noms et histoires furent longtemps omis. Tandis qu'en Grande-Bretagne naissait la légende de l'esprit de Dunkerque. En Allemagne, les nouvelles étaient complètement différentes. La presse allemande annonçait que les Britanniques étaient détruits et qu'ils s'enfuirent comme des lièvres. La propagande minimisait délibérément l'évacuation et peignait la Grande-Bretagne comme au bord de l'effondrement. Cette guerre médiatique continua longtemps après l'opération Dynamo. Mais dans les journaux et films britanniques s'imposait au contraire l'image de pêcheurs courageux et de soldats braves qui laissèrent sur les plages l'équipement lourd pour sauver leur propre vie. Au centre de toute l'opération se tenait l'amiral Bertram Ramsay, qui le 20 mai 1940 se réunit pour la première fois avec ses officiers d'état-major dans les couloirs de béton sous le château de Douvres. Le générateur électrique, Dynamo, dans leur souterrain, fournissait non seulement l'énergie, mais aussi le nom de code de toute la mission. Dans la salle étroite de quelques mètres carrés, remplie de cartes, téléphones et fumée de cigarettes, naissait le plan de sauvetage de toute l'armée. Quelques jours plus tard, arriva sur une des machines à écrire un télégramme avec l'ordre. Les propriétaires de petits navires longs, entre 30 et 100 pieds, doivent immédiatement se déclarer au bureau naval le plus proche. Cet appel fut aussi diffusé par la BBC pour toucher le plus grand nombre de plaisanciers et pêcheurs. Dans cette vidéo, vous découvrirez comment des capitaines de salon devinrent des hommes qui jour après jour risquaient sur les champs de mines. Les propriétaires déclarés furent choqués quand ils découvrirent que leurs bateaux de tôle, barques à moteur et navires d'excursion seraient engagés dans une opération de front. Les équipes de l'amirauté commencèrent à rassembler les navires individuels à Sheerness, Ramsgate et dans les environs de l'estuaire de la Tamise, où les mécaniciens navals retirèrent des ponts les ornements inutiles, renforcèrent les ponts avec des planches, installèrent des boussoles, lampes de signalisation et placèrent sur le pont des tas de gilets de sauvetage. Les expéditions se composaient de centaines de constructions les plus diverses, des bateaux à moteur de bar aux bateaux de pompiers. Beaucoup de propriétaires n'apparurent pas sur le pont, certains n'étaient pas disponibles, d'autres trop âgés. L'amirauté choisit donc des capitaines expérimentés de la Royal Navy et Merchant Navy qui prirent les gouvernails, tandis que des volontaires des rangs de clubs de yachting remplissaient la fonction d'équipage. Pourtant, plusieurs propriétaires exigèrent de pouvoir naviguer avec leurs navires, et on raconte que certains durent presque se battre dans le port pour convaincre l'amirauté. Les premiers convois de petits navires partirent de l'estuaire de la Tamise le 27 mai. Ils appareillèrent en groupes de dizaines, sous la protection de dragueurs de mines et de torpilleurs, et naviguèrent par 3 routes qui menaient entre les ports britanniques et français. La route Z plus courte faisait 72 km, menait le long de la côte et était exposée aux tirs. La route X s'étendait sur plus de 100 km de Douvres, via Goodwin Sands vers Dunkerque, et la route Y autour de North Foreland était la plus longue, mais relativement plus sûre. Les navires devaient slalomer entre les mines, éviter les épaves flottantes et éteindre les lumières pour ne pas être vus par la Luftwaffe. Les participants décrivaient des vagues montant à 3 mètres de hauteur, un ciel gris et des colonnes de fumée au-dessus de Dunkerque. À l'horizon scintillaient des flammes et des tirs, tandis que dans la radio retentissaient des appels à l'aide.
Dans un instant, nous révélerons comment ces navires trouvaient leur chemin dans le chaos et amenaient sur le pont des soldats épuisés. Quand la 7e division blindée allemande s'approchait de Dunkerque, ses commandants croyaient qu'ils pourraient détruire les Alliés en retraite par une seule attaque rapide. Le maréchal von Rundstedt et le général Ewald von Kleist commencèrent cependant à avoir des craintes. Leurs chars se trouvaient loin devant l'infanterie et les colonnes d'approvisionnement restaient en arrière. De plus, la contre-attaque franco-britannique à Arras du 21 mai, lors de laquelle les chars britanniques Matilda ralentirent l'avancée allemande, montra que les Alliés avaient encore des possibilités de combat. Hitler, qui voyageait sur le front, ne voulait pas risquer la destruction de ses divisions blindées d'élite dans les marécages des Flandres. Il décida le 24 mai d'accepter la proposition de Rundstedt et ordonna « Halt !» l'arrêt. La Luftwaffe devait, selon les idées d'Hitler, achever l'encerclement et détruire le reste des Britanniques, depuis les airs. Cet ordre, que beaucoup considèrent aujourd'hui comme un cadeau miraculeux, était en réalité l'expression de la prudence allemande et de problèmes logistiques. Dans le haut commandement allemand se déchaîna un débat. Le général Heinz Guderian, commandant du 19e corps, était frustré et voulait continuer l'attaque. Rundstedt lui ordonna de s'arrêter sur la ligne de la rivière AA. Durant les 2 jours suivants, Guderian envoya des messages dans lesquels il avertissait de la perte d'initiative, tandis que Rundstedt argumentait que les chars avaient besoin d'entretien et de carburant. La Luftwaffe entre-temps bombardait Dunkerque et ses environs, mais ne parvint pas à empêcher l'évacuation. L'armée française à Lille, composée d'environ 35 à 40 000 hommes, tenait ses positions et immobilisait 7 divisions allemandes. Ce courage permit aux Alliés de construire un circuit défensif autour de Dunkerque et de renforcer les môles improvisés. Dans un instant, nous verrons comment cette réserve de temps se répercuta dans les décisions concrètes sur la plage. Le plan d'évacuation initial comptait que les soldats seraient embarqués dans le port. Les bombes allemandes transformèrent cependant rapidement les docks portuaires en tas de gravats et son môle ouest devint inutilisable. Le capitaine William Tennant, qui arriva à Dunkerque le 27 mai, remarqua que le brise-lames est long de 1400 mètres, resté relativement intact. Ce rempart de béton, construit à l'origine comme protection contre les vagues, n'était pas destiné à l'embarquement de passagers. Pourtant, Tennant essaya d'accoster au môle le vapeur Queen of the Channel et découvrit qu'on pouvait, par une passerelle branlante, embarquer des centaines d'hommes à la fois. Après approbation de l'amirauté, le môle est devint le principal lieu d'embarquement. Selon les estimations, plus de 200 000 des 338 000 évacués en partirent. Les hommes se tenaient sur le pont étroit, les mains dans les poches, serrés les uns contre les autres pour ne pas tomber dans l'eau. Les officiers de garde criaient souvent « Ne vous dépêchez pas !» car chaque chute entre le navire et le môle signifiait une mort presque certaine. Le port extérieur était presque non fonctionnel. Les Allemands dirigèrent l'artillerie sur le môle ouest et détruisirent les entrepôts. Les soldats, qui ne pouvaient pas atteindre le môle, et construisirent des môles improvisés à partir de camions et de wagons. Les tracteurs et camions furent garés sur la plage en rangées. Par-dessus, les ingénieurs jetèrent des poutres et planches en bois et créèrent ainsi une passerelle provisoire par laquelle les soldats pouvaient y passer vers les bateaux. La différence de niveau entre la surface de la mer et le sable changeait constamment avec la marée, si bien que beaucoup d'hommes devinrent se tenir jusqu'à la taille dans l'eau en attendant un navire. Les journaux de vétérans décrivent comment les soldats, entourés d'épaves, de planches en bois et d'explosions, s'encourageaient mutuellement et chantèrent des chansons pour se donner du courage. Un soldat britannique nota dans son journal le 30 mai seulement 3 mots « Chacun pour soi ». L'atmosphère sur les plages rappelait, selon de nombreux témoins, un mélange de pique-nique et d'apocalypse. Les hommes s'asseyaient en rangs parfaitement alignés, prêts à partir progressivement vers l'eau. Certains jouaient aux cartes, d'autres dormaient, tandis qu'autour d'eux tombaient des bombes. L'eau était remplie d'essence et d'huile de navire coulée. Les corps de soldats et chevaux morts gisaient sur le rivage.
Au-dessus des têtes tournoyaient les Stuka et avions Bf-109, contre lesquels les chasseurs Spitfire et Hurricane combattaient haut dans les nuages. Beaucoup de soldats cassés sur les plages se plaignaient que la RAF les avait laissés en plan, car les combats aériens se déroulaient hors de leur vue. Dans les chapitres suivants, nous montrerons comment les chasseurs britanniques risquèrent leur vie pour couvrir l'évacuation par des écrans de fumée et retarder la Luftwaffe. Le transfert de milliers d'hommes ne se déroula pas en un seul jour. Chaque jour apporta de nouveaux défis et tragédies. Dans les premières heures de l'opération du 27 mai, on ne parvint à emmener qu'environ 8000 soldats. Le 28 mai, arriva à Dunkerque le capitaine Tennant, et durant la journée utilisa le môle Est pour embarquer 11 874 hommes. Un jour plus tard, le 29 mai, la situation s'aggrava. Les destroyers HMS Wakeful, Grafton et Grenade furent touchés par des torpilles et bombes. Dans les eaux autour du môle périrent plus de 800 personnes. Pourtant, on parvint à emmener 47 310 soldats. À la fin mai, les navires arrivaient presque chaque heure, et bien que les nuages de fumée couvraient Dunkerque, les bombardiers allemands trouvaient encore leur cible. Le 1er juin, l'évacuation s'accéléra quand furent expédiés 53 823 hommes. Un jour plus tard, le 31 mai, quand le vent se leva au-dessus de la plage et la fumée se dispersa, les navires durent interrompre l'embarquement pendant plusieurs heures. Malgré cela, on parvint à évacuer un record de 68 014 personnes. Le 1er juin partirent 64 429 soldats, mais le 2 juin seulement 26 256. La plupart des Britanniques étaient partis, et c'était le tour des Français, Polonais et Belges. La dernière représentation se déroula le 3 juin, quand 53 000 autres hommes quittèrent la plage, et le matin du 4 juin appareillèrent les derniers destroyers, avec 26 175 passagers. Chacun de ces chiffres cache des dizaines d'histoires personnelles. Dans un instant, nous en présenterons quelques-unes. Au cours de l'opération Dynamo, s'engagea significativement l'aviation royale britannique. Les chasseurs Spitfire et Hurricane effectuèrent jusqu'à 4 822 missions de combat pour couvrir les plages et convois. Beaucoup de batailles se déroulaient au-dessus de la mer, si bien que les soldats au sol ne les voyaient pas. Pourtant, la RAF détruisit un certain nombre de bombardiers et chasseurs allemands. Durant l'opération, la RAF perdit 145 avions, tandis que la Luftwaffe perdit 156 appareils. Dans les cockpits britanniques siégeaient aussi des volontaires de Pologne et Tchécoslovaquie, qui avaient de l'expérience des combats pour leur patrie. Grâce à leur courage, on parvint à limiter les attaques sur les navires et fournir une couverture aérienne aux petits bateaux. Le chapitre suivant se concentrera sur les histoires d'individus d'unités coloniales et sur les lettres que les soldats envoyaient chez eux. Un aspect important mais souvent négligé de l'évacuation est le rôle des unités coloniales. La force K6, composée de membres du corps d'armée royale indien, fut créée à partir de 4 détachements de transport d'animaux. Leur tâche principale était d'assurer l'approvisionnement à l'aide de mulets. Au combat, ils servaient tant l'équipement et les animaux de transport. Quand le front s'effondra, ils durent abattre les mulets pour qu'ils ne tombent pas aux mains des Allemands, et les soldats eux-mêmes furent répartis sur la plage. Certains furent affectés aux hôpitaux provisoires et brancards, d'autres construisirent des barricades. Sur le pont des navires, ils rencontrèrent des camarades britanniques qui étaient fascinés par leurs turbans et uniformes. Ces unités indiennes furent évacuées sur les mêmes navires que les soldats britanniques et furent ensuite déployées dans des camps au nord du pays de Galles et Yorkshire, où elles apprenaient l'anglais et nouaient des amitiés avec les familles locales. Leurs histoires, y compris les vers et chansons qu'ils chantaient en route vers la Grande-Bretagne, restèrent longtemps dans les archives. Sur les navires d'évacuation circulaient aussi des lettres et billets du front. Les soldats du 1er régiment de Suffolk écrivaient aux familles pour les rassurer.
envoie-moi un peu de savon à raser, et sache que nous allons bien, demandait le 25 mai le soldat Harry Ling. Jack Payne envoya à sa femme une lettre disant qu'il rentrerait bientôt. Il fut tué le jour suivant. Lehman Martin écrivait des lignes amusantes sur les femmes françaises et espérait rentrer bientôt. Reginald Dearsley décrivait les tirs et combats de rue, mais aussi comment les Belges leur offrirent de la bière et des cigarettes. Ces lettres, souvent enjouées malgré les circonstances, saisissent le désir universel de partager avec les proches joies et craintes. Dans les chapitres suivants, nous enchaînerons sur l'histoire des petits navires et des gens qui y embarquaient. Dès que les soldats arrivèrent à Douvres ou dans un autre port britannique, ne les attendait pas un accueil triomphal, mais des soins immédiats et la désinfection. Dans les gymnases scolaires et casernes temporaires, les femmes des Doblerens et organisations civiles leur servèrent du thé, biscuits et couvertures tentes chaudes. Certains étaient si épuisés qu'ils tenaient honte à peine debout. La reine Chandler se souvenait comment, sur la promenade côtière, ils étalèrent des journaux pour y poser les blessés et tentaient de les trier selon l'état. L'eau salée et le sang se mêlaient au sable. L'atmosphère intérieure de la Grande-Bretagne était un étrange mélange de soulagement et de peur. Le Premier ministre Churchill, dans son discours célèbre du 4 juin, remercia la marine et les civils, mais en même temps avertit que la France se battait encore et que la bataille de Grande-Bretagne allait venir. Il s'avéra vraiment bientôt que l'évacuation n'était que le début. Après la chute de Dunkerque continua l'offensive allemande au sud. Le gouvernement britannique lança l'opération Aerial, évacuation moins connue, mais non moins importante depuis les ports de Bretagne et Normandie. Entre le 15 et 25 juin, on parvint à évacuer 191 870 autres soldats et civils des ports comme Saint-Nazaire, Cherbourg et Brest. Lors du bombardement sur le navire Lancastria, périrent jusqu'à 4000 personnes. Ces histoires restèrent cependant dans l'ombre de Dunkerque. Du point de vue militaire, la perte de matériel fut écrasante. L'armée britannique laissa sur les plages 2472 canons, 65 000 véhicules, 20 000 motocyclettes, 162 000 tonnes de carburant et 416 000 tonnes de provisions. Les usines d'armement en Grande-Bretagne durent pendant l'été 1940 travailler sans arrêt pour compléter l'équipement perdu. Dans les mois suivants, fut proclamé un programme de production domestique auquel participèrent aussi les femmes. Les soldats évacués furent à nouveau engagés dans l'entraînement et formèrent plus tard l'épine dorsale des forces qui, en l'année 1944, avec le débarquement en Normandie, commencèrent la libération de l'Europe. Les événements autour de Dunkerque eurent un énorme impact sur la société britannique. Les journaux comme The Times et Daily Telegraph écrivaient sur le miracle de Dunkerque. La BBC diffusait des reportages sur le retour des marins en gilet. Et les artistes dessinaient des affiches avec des scènes de petits navires entre les vagues. Cette campagne positive soulignait délibérément l'héroïsme et minimisait le fait qu'il s'agissait d'une retraite. La propagande avait aussi un sens pratique. Elle motivait le public à un plus grand engagement. Naquit un fonds de soutien aux familles de marins tombés. Les gens envoyaient de vieilles casseroles et poêles à la collecte de métal pour en fabriquer de nouvelles armes. Les rues se remplirent de banderoles avec les slogans « Sauvons nos gars » et « Nous ne les laisserons pas tomber ». Cette mobilisation devint le germe du mouvement postérieur Home Guard, auquel s'inscrivirent des hommes qui pour diverses raisons ne pouvaient pas être mobilisés. L'opération aériale, la seconde évacuation, montra que Dunkerque ne fut pas le dernier chapitre. Entre le 15 et 25 juin se retrouvèrent sur la côte ouest de la France des milliers de soldats et civils qui tentaient de fuir. Les navires britanniques et canadiens accostèrent dans les ports de Saint-Nazaire, Nantes, Bordeaux ou Brest. La plus grande catastrophe se déroula le 17 juin, quand l'aviation allemande coula le paquebot de luxe RMS Lancastria près de Saint-Nazaire. Le navire portait plus de 7000 soldats évacués et civils. Moururent, on estime 3,
à 5800 personnes. Cette tragédie fut sur ordre de Churchill, tenue secrète pour ne pas nuire au moral. Ce n'est qu'après la guerre qu'on commença à en écrire ouvertement. L'opération aériale sauva des centaines de milliers de personnes, mais apporta aussi une leçon sur le prix de l'information et la nécessité de maintenir le public dans une certaine ignorance pendant une crise. Sur le front intérieur se lancèrent aussi de nouveaux programmes. Les enfants des régions menacées furent évacués à la campagne. Dans les usines s'introduisirent les équipes de nuit et les femmes entrèrent dans les munitions. Les gens qui virent le retour de soldats pieds nus et sales de Dunkerque réalisèrent que la guerre n'était pas lointaine. Dans les pubs, on chantait la chanson We'll Meet Again, et les patrouilles de voisinage surveillèrent les rues contre les parachutes potentiels. Dunkerque devint un memento qui souda la société dans l'attente de la bataille de Grande-Bretagne. Essentiel fut aussi que Dunkerque transforma la mentalité de la société britannique. Ce fut le moment où les gens ordinaires se sentirent partie de la guerre. Les histoires d'improvisation, solidarité et bravoure créèrent le terme « esprit de Dunkerque », c'est-à-dire la détermination d'endurer même dans une situation désespérée. Cet esprit se refléta dans la défense civile pendant la bataille de Grande-Bretagne, la naissance de la Home Guard et la volonté d'accepter les restrictions sur le front intérieur. Néanmoins, Churchill rappelait que l'évacuation elle-même n'est pas une victoire et qu'elle est suivie d'un long combat dont le résultat est incertain. C'est justement le regard dans le passé qui peut nous apporter de nouvelles connaissances sur Dunkerque. Sous la surface de la mer du Nord et dans le sable des plages restent les épaves de centaines de navires. Le récent sondage archéologique d'Historic England et de l'agence française DRASSM identifia 30 épaves à l'aide de sonars et multibeam EchoSounder. 27 furent précisément localisées, 12 dans une nouvelle position, ce qui révéla que certaines se conservèrent dans un état relativement bon, tandis que d'autres succombèrent complètement à la mer. Plus de 305 navires furent perdus pendant l'opération Dynamo et 236 épaves coulées restent en mer. L'équipe internationale d'archéologues marins tente maintenant de localiser aussi celles qui restent portées disparues et planifie une exposition sur ces découvertes. En regardant les cartes modernes d'épaves, nous réalisons combien était dense le trafic dans le détroit de la Manche et quelle chance eurent ceux qui survécurent. Les historiens s'occupent aussi de la mythologie de Dunkerque. Dans la conscience collective britannique naquit l'image du miracle. Dans la production culturelle des films au roman, il devint le symbole de la persévérance. Pourtant, on oublie souvent la bravoure française, le sacrifice des unités coloniales et la mort de milliers de civils dans les ports de Bretagne. L'article dans Defense in Depth souligne que l'arrêt allemand ne fut pas un cadeau, mais une erreur tactique. La libération de la patrie commence ainsi par un regard critique sur ses propres mythes. Un autre aspect est la transformation du lieu même. Dunkerque fut après la guerre en grande partie reconstruit. Le môle est original fut détruit lors du bombardement en l'année 1944. Les nouveaux môles portuaires ont une forme différente. Dans le musée municipal de Dunkerque, on trouve aujourd'hui des pièces d'anciennes épaves de navires et des uniformes. Le rassemblement annuel des propriétaires de Little Ships rappelle les événements de l'année 1940. Les vieux vapeurs et bateaux à moteur naviguent d'Angleterre vers la France, en convoi qui rend hommage aux hommes et femmes qui risquèrent alors tout. La mémoire de Dunkerque se forma aussi par la littérature et le film. Dès l'année 1942, tourna Ealing Studios le film When the Day Well, qui traitait le thème de la résistance civile contre l'invasion allemande. En l'année 1958 arriva sur les écrans le film Dunkirk, dans lequel se mêlent les histoires de soldats, civils et marins, et qui contribua significativement à former l'image de l'esprit de Dunkerque. Tout récemment, le thème fut ravivé par l'œuvre de Christopher Nolan, de l'année 2017, qui tentait d'approcher les horreurs sur la plage et la claustrophobie dans le cockpit du chasseur. Chacune de ces adaptations souligne différents aspects. Les films plus anciens misaient sur le romantisme et le pathos, les plus récents sur le réalisme et l'expérience personnelle.
Ces interprétations artistiques influencent rétroactivement notre perception de la réalité historique et nous obligent à réfléchir sur ce que nous choisissons du passé et pourquoi. La perspective française diffère de la britannique. Pour beaucoup de Français, Dunkerque est synonyme de débâcle, catastrophe qui préfigura la chute de Paris. La littérature historique française souligne souvent les sentiments de trahison, car une partie des soldats à la français dut couvrir la retraite britannique et tomba ensuite en captivité. Dans la période d'après-guerre, apparurent des appels à parler davantage de la bravoure et du sacrifice français. Ces dernières années, ces voix se renforcent, ce qui se reflète aussi dans les expositions muséales qui mettent l'accent sur la coopération des deux nations et mettent en valeur, par exemple, l'héroïsme du général Molinier à Lille. Aujourd'hui, donc, Dunkerque n'est pas seulement un mythe britannique, mais de plus en plus une histoire européenne partagée. Les sondages archéologiques et recherches historiques nous apportent en outre de nouvelles informations sur l'ampleur des pertes. Ces dernières années, l'équipe d'archéologues marins s'est concentrée sur 37 épaves qui étaient nées jusqu'alors non cartographiées et en cherche encore 31. Ils utilisent des technologies comme le sonar side-scan, magnétomètre et photogrammétrie pour créer des modèles tridimensionnels d'épaves. Ces modèles peuvent ensuite être consultés en ligne et comparés avec les photographies d'époque. En même temps, on examine des objets personnels, casques, montres, chaussures, qui se trouvèrent dans le sable. Chaque artefact raconte l'histoire d'un homme qui fut à un moment donné en un lieu donné. Les chercheurs espèrent parvenir à identifier quel navire coula où et créer une carte qui servira de mémorial mesuré selon des coordonnées précises. L'histoire de l'évacuation de Dunkerque est plus qu'un simple épisode historique de la Seconde Guerre mondiale. C'est un enseignement sur la rapidité avec laquelle peuvent s'effondrer les plans stratégiques, l'importance de la capacité d'improviser et la grande signification qu'ont les individus dans le système. Les défenseurs à Lille, les ingénieurs construisant des môles, les conductrices et télégraphistes à Douvres, ainsi que les propriétaires de petits navires créèrent une chaîne qui permit de sauver des centaines de milliers de vies et de conserver le potentiel pour une résistance ultérieure. Aujourd'hui, alors que nous faisons face à des crises globales et incertitudes, nous pouvons dans Dunkerque chercher l'inspiration dans la détermination de coopérer par-delà les frontières et barrières sociales. En même temps, il faut refuser les légendes simples et chercher la vérité complexe, qui inclut aussi ceux qui restent souvent dans l'ombre. En regardant dans le rétroviseur, nous réalisons que le sauvetage de l'armée britannique ne fut pas seulement l'œuvre du courage, mais aussi d'une concordance de hasard, temps, arrêt inattendu des chars allemands, et souvent aussi de petites décisions d'individus. Cette combinaison de facteurs rappelle que l'histoire n'est pas un scénario donné d'avance, mais un réseau de possibilités. L'histoire de Dunkerque nous apprend qu'en crise, les gens ordinaires peuvent être des héros, que l'administration et l'improvisation peuvent marcher main dans la main, et que la solidarité humaine peut surmonter les différences linguistiques et culturelles. Si nous regardons vers le présent, on peut dans Dunkerque trouver des parallèles avec les crises humanitaires actuelles, qu'il s'agisse d'évacuation de régions touchées par des catastrophes ou de solidarité avec les réfugiés. Comme alors, aujourd'hui aussi, nous devons décider rapidement, coordonner différentes institutions et compter sur des volontaires. Les discussions sur les fausses nouvelles et la propagande, qui proliféraient aussi en l'année 1940, rappellent qu'il faut soigneusement vérifier les informations et ne pas croire aux mythes qui peuvent influencer la société. En ce sens, Dunkerque n'est pas un chapitre fermé, mais un héritage toujours vivant. Dans un instant, nous révélerons d'autres histoires historiques qui montrent que des retournements inattendus peuvent mener à des victoires communes. Si vous fascinent les destins humains au milieu des tempêtes historiques et voulez entendre d'autres événements qui formèrent le monde moderne, donnez un like à cette vidéo et partagez-la. Je vous remercie de votre attention et me réjouis de vous retrouver pour le prochain récit.